plateau, Mathieu Olivier, bonjour. Vous êtes journaliste, je vous le disais, on vous lit dans Jeune Afrique. Il faut redescendre sur terre, disait Ismaël. C'est vrai qu'après l'euphorie, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, notamment sur la transition, puisque les putschistes n'ont rien révélé de leur ambition. Vous la voyez comment, cette période-là ? Alors, ils n'ont rien révélé de leurs ambitions. Ils ont quand même parlé d'élections. Ils ont parlé d'élections libres. Leur communiqué de base, c'est quand même de dire les élections ont été tronquées, les résultats ont été tronqués, et donc on intervient pour ça. Donc il y a quand même ce côté-là de sauveur de la démocratie quand même qu'il se donne. Donc ça, c'est un premier point. Après, la durée de la transition, ça va se discuter sans doute dans les semaines qui viennent. L'opposition, effectivement, ne s'est pas exprimée officiellement, mais on entend déjà des appels à une transition la plus courte possible. Je pense qu'au niveau des opposants, ils ne sont pas tous d'accord. Est-ce qu'il faut garder finalement cette élection qui vient d'avoir lieu et essayer d'avoir les vrais résultats et donc potentiellement mettre Albert Ondo-Ossa à la tête du pays après une courte période de transition, ou est-ce qu'il faut refaire une élection présidentielle, et à ce moment-là, ça prendra sans doute plus de temps. C'est ce qui va se discuter dans les prochaines semaines sans doute. On connaît le rôle qu'aurait joué l'opposition dans ce coup d'État. Il n'y en a pas, c'est un fantasme. Je pense que c'est un fantasme et qu'ils ont été tout aussi surpris que les autres. Pour preuve, ils n'ont pas réagi du tout dans la journée d'hier. Ils ont attendu de voir. Je pense qu'ils attendaient aussi avec prudence parce qu'ils ne voulaient pas être associés à ce coup d'État, de peur aussi que la situation se retourne et que derrière on les accuse d'avoir tenté de renverser le pouvoir. Donc là, ils observent. Ils se disent surtout l'étape 1 est franchie, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba est tombé. Ce qu'ils réclamaient tous. L'unité de l'opposition, elle se faisait autour du tout sauf Ali. Aujourd'hui, Ali, j'allais dire, n'est plus, en tout cas politiquement. Donc il va falloir passer à autre chose. Il va sans doute y avoir aussi des divisions dans l'opposition qui n'existaient pas encore il y a quelques semaines. Est-ce qu'on sait où est Ali Bongo aujourd'hui ? On l'a vu hier s'adresser aux caméras, à ses partisans, qui sont invisibles. Les militaires disent qu'il est en surveillance et en résidence surveillée. Au Gabon ou pas ? Alors, a priori, au Gabon, en tout cas, c'est ce que disent les militaires. Il est, a priori, dans sa résidence privée, à la Sablière, dans le nord de Libreville. Il est avec ses médecins, en tout cas, c'est ce que disent les putschistes. En revanche, sa femme n'est pas avec lui, ça c'est ce que lui dit. Elle a été vraisemblablement emmenée ailleurs, sans doute dans l'enceinte du palais présidentiel. Noureddine Bongo-Valentin, son fils, a lui aussi été interpellé. Sans doute est-il détenu ailleurs encore. On n'a pas vraiment d'informations sur les lieux de détention. Il y a aussi beaucoup d'interpellations dans les rangs des proches de Noureddine Bongo-Valentin qui formaient ce qu'on appelait la jeune garde à Libreville. Donc là, on essaye d'y voir un peu plus clair. Il y a toute cette branche familiale finalement qui était rassemblée autour de Sylvia Bongo-Valentin et de Noureddine, son fils, qui semble avoir été la première cible, en tout cas, du coup d'État. Le Gabon, Mathieu Olivier, fait connaissance avec son nouvel homme fort, nous aussi, le général Brice Oligui Nguema, désigné à l'unanimité président de la transition par les putschistes. Son portrait dans un instant, après on revient avec vous. À peine désigné à la tête du Gabon, le général Brice Oligui Nguema prie pour le salut de son pays, entouré des plus hauts gradés des forces armées. Les putschistes entonnent ensuite l'hymne national. Quelques heures plus tôt, le nouveau maître du pays était porté en triomphe par ses soldats dans les rues de la capitale. Le tombeur du président Ali Bongo était lié à la dynastie Bongo depuis des décennies. Sa mère était apparentée à l'ancien président Omar Bongo Ondimba, qui l'a placé sous l'aile d'un général de haut rang. Formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, il devient l'assistant de l'ancien chef d'État. Le général Nguema reste aux côtés de ce dernier jusqu'à sa mort en 2009. Le militaire s'est ensuite brouillé avec une partie des membres de la famille Bongo et a été envoyé en service à l'étranger. Attaché militaire du Gabon au Maroc puis au Sénégal, il passe 10 ans en exil. En octobre 2018, un accident vasculaire cérébral affaiblit considérablement le président Ali Bongo. En 2019, Brice Oligui Nguema est rappelé au pays par le chef d'état-major, un ami d'enfance. Cela s'est produit peu après une tentative de coup d'État infructueuse au début de l'année, dans laquelle la garde républicaine avait été impliquée. 2 ans plus tard, le général devient chef du service de renseignement de la garde républicaine
il en prendra ensuite la tête. Très apprécié par ses hommes, il obtient que son régiment soit l'un des plus étoffés et mieux équipés du pays. Voilà le portrait dressé par Olivier Festol. Nous sommes toujours en plateau avec Mathieu Olivier de Jeune Afrique. Le général Oligui Nguema, on l'a compris, il vient du Sérail. Il fut très proche de Bongo Père, d'Omar, puis d'Ali. Vous diriez que c'est une révolution de palais qui s'est produite hier ? C'est la définition la plus évidente, en tout cas. Enfin, le général Oligui, il est par sa mère apparenté à Omar Bongo. Sa mère était elle-même apparentée à Omar Bongo. On connaît peu son père, qui ne l'a pas élevé. Ensuite, il a été, je dirais, parrainé par un général du Haut-Ogooué proche d'Omar Bongo. Et ensuite, il est devenu aide de camp d'Omar Bongo jusqu'à la mort du président en 2009. Donc, il était vraiment très proche. Il a été formé par le Sérail. Il en faisait partie. Ensuite, il est tombé en disgrâce, notamment parce qu'il s'est brouillé avec Ali Bongo et une partie de la famille sur des histoires de biens dont il se serait accaparé certains biens à la mort d'Omar Bongo Ondimba. Il y a eu une brouille, il a passé 10 ans en exil. Donc c'est intrafamilial ce coup pour le moment. Ça veut dire finalement que quand on voit les Gabonais enthousiastes parce que Bongo est parti, leur vie au fond ne va pas vraiment changer après ce coup, quoi. Ça, on ne sait pas, puisqu'on n'est pas dans la tête non plus du général Oligui. Il peut surprendre. Je crois que les Gabonais, ils font surtout preuve d'opportunisme. Un peu comme je disais tout à l'heure pour l'opposition. Il y avait une étape 1, c'était de faire partir Ali Bongo Ondimba. Ils ont fait partie Ali Bongo Ondimba. Maintenant, reste à reconstruire. Le général Oligui peut tout à fait se montrer finalement plus démocrate que l'était le reste de la famille et instaurer une transition démocratique. C'est pas impossible. Ça sera confirmé. D'après Le Monde, ce général aurait appelé aussi plusieurs chefs d'État africains pour les rassurer. Notamment, il ne serait pas question pour lui de demander le départ des Français. Ça veut dire que là, on est vraiment loin des putschs que l'on a vécu au Mali, au Niger, au Burkina Faso. L'une des premières communications du comité, ça a été de dire qu'ils respecteraient les engagements internationaux, etc. Il n'y a aucun signe que leur groupe va se monter en opposition à la France ou à une partie de la communauté internationale. On n'est pas là du tout dans la communication qu'on peut observer au Sahel, qu'on a pu voir au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Donc là-dessus, je crois que c'est quelque chose que Paris observe très attentivement, mais pour le moment, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez rassurés. Voilà, c'est pas une page qui se tourne en termes d'alliance internationale. Et on a bien pu le voir dans la rue. Généralement, quand il y a une quelconque ambition anti-française, on voit très vite fleurir des drapeaux russes, etc., par une certaine société civile. Et des panneaux la France dehors, là, voilà. C'est vrai que ça n'a pas été le cas. À Macron dans les rues de Libreville hier soir. On va peut-être revenir sur les germes, les origines de ce coup d'État. Qui est-ce qui a fait cette fois qu'il a abouti, puisqu'il y a eu des coups d'État, des putschs manqués au Gabon? Est-ce que ça a été l'élection frauduleuse de trop, l'inversion des résultats, comme le dit l'opposition, qui aurait été trop évidente? Alors, est-ce que c'est l'élément déclencheur? Je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Pourquoi ça a réussi et pourquoi ça avait échoué en 2019? C'est sans doute parce que cette fois-ci, on a le patron de la garde républicaine qui l'a décidé. À l'époque, ça n'avait pas été le cas. Il y avait sans doute des éléments de la garde républicaine dans ce putsch manqué, mais ça n'allait pas aussi haut. Là, si ça a réussi, vraisemblablement, c'est qu'il y avait un aval d'une partie de la famille, d'une partie de ce fameux clan du Haut-Ogooué, contre une autre partie de la famille qui était représentée vraisemblablement par la Première Dame. Ça ne dit pas que c'est uniquement ça la raison du coup d'État, mais je pense que c'est la raison de la réussite. Et la montée en puissance d'un des fils d'Ali Bongo qui a été arrêté, Nordine Bongo Valentin, promis à la succession d'Ali Bongo, ça aurait pu être un élément central? Alors, promis à la succession, effectivement, on se posait la question, est-ce qu'il était vraiment préparé? Oui, c'était pas officiel, oui. Bon, ça, seul Ali Bongo pourrait le dire, mais en tout cas, il était vu comme ça, il cristallisait un peu la rancœur d'une partie de la famille, ça c'est vrai, tout autant que la Première Dame, et on voit que c'est dans leur cercle que les arrestations ont lieu aujourd'hui. Il faut bien noter que les accusations qui sont aujourd'hui portées contre les personnes arrêtées, dans les motifs, il y a notamment falsification de signatures. Donc on a l'air de leur dire, vous avez confisqué le pouvoir à Ali Bongo Ondimba,
surtout depuis son accident vasculaire cérébral de 2019. Accident qui aurait aussi pu être à l'origine de ce changement. C'est vrai qu'Ali Bongo était vraiment très affaibli physiquement, on le voyait. Hein. À l'époque, il y avait déjà des dissensions dans la famille. On l'avait observé, rien que dans le lieu de convalescence entre l'Arabie Saoudite, le Maroc, le Royaume-Uni à l'époque, il y avait eu des divergences dans la famille entre Sylvia Bongo, qui voulait absolument s'imposer dans l'entourage, et puis d'autres issus de ce clan du Haut-Ogooué qui voyaient mal cette mainmise. Et donc en fait, on a une certaine continuité finalement, depuis 5 ans, de cette fracture dans le clan même. Et le coup d'État, je pense, vient clore, ou en tout cas écrire une nouvelle page de ces choses-là. Emmanuel Macron, je crois que c'était lundi, il donnait un discours aux ambassadeurs. Il a rappelé l'épidémie de putsch en Afrique. Voilà, nouveau putsch donc au Gabon. Aujourd'hui, vous direz que nul n'est à l'abri en Afrique, que les militaires pourraient se retourner contre des chefs d'État. C'est vrai que par exemple, on ironise sur Internet, sur Twitter, sur les changements au sein même de l'état-major camerounais, juste après cette prise de pouvoir au Gabon. Vous en pensez quoi ? Alors, je pense que pour ce qui est du Cameroun, c'est une coïncidence, mais effectivement, elle est intéressante à noter. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Malabo, que ce soit à Brazzaville, évidemment que les 3 présidents regardent ce qui se passe à Libreville avec attention et sans doute vérifient le degré de fidélité supposée de leur armée et le système qui est mis en place pour les tenir. Ça peut être un système financier, ça peut être un système familial, mais on voit effectivement que, a priori, personne n'est à l'abri. Ali Bongo, si on lui avait demandé il y a 2 jours si sa famille allait se retourner contre lui, il aurait sans doute dit non. J'imagine que Paul Biya, qui a un système complètement différent, c'est pas un système familial, doit être sûr de son système, mais aujourd'hui doit se poser ces questions. Et il suit d'ailleurs de près la situation, puisque son directeur de cabinet, c'est l'ancien ambassadeur du Cameroun au Gabon. Bon, voilà, il est alerté. On imagine que toutes ces analyses sont à retrouver dans Jeune Afrique, que vous êtes en train d'écrire. Merci beaucoup Mathieu Olivier de nous avoir donné votre expertise et votre point de vue.